Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Murmure. Après les ombres du Nord et les rêves qui s'ouvraient dans le silence, l'épisode 5 de Game of Thrones nous fait descendre au cœur du royaume, là où l'honneur rencontre enfin ses limites. Ici, tout vacille. La vérité s'approche trop près, les alliances se fissurent et la loyauté devient une faute. Ned cherche la justice, mais découvre que, dans ce monde n'a plus de sens. Ce qui était droit se tord, ce qui brillait se corrompt. Il n'y a plus de héros, seulement des hommes qui essaient de ne pas se trahir. Si cette lecture vous parle, pensez à liker, à partager vos impressions et à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette traversée. La joute continue. Les cris, les paris, le sable soulevé par les chevaux. Mais Ned, lui, marche à côté, loin des gradins, loin des rires. Il vient voir un corps, celui de Sir Hugh Duval, étendu, froid, encore enfermé dans une armure qu'il n'a jamais vraiment méritée. Ned demande « Avait-il de la famille ?» Personne ne sait répondre. Un chevalier sans racines montait trop vite, tombé trop tôt. Sir Barristan est là, deux hommes d'un autre temps, debout devant un mort qu'on oubliera dès demain. Il parle peu, mais tout est clair. On a élevé cet écuyer pour mieux le faire tomber. Ned ne regarde pas la blessure, il regarde la trajectoire. Qui a choisi les adversaires ? Qui l'a mis face à la montagne ? La réponse n'est pas dite, mais l'ombre de la joute commence déjà à ressembler à un assassinat. À Port-Réal, on ne poignarde pas toujours dans le dos. Parfois, on donne juste la mauvaise lance au mauvais homme. Peu après, Ned rejoint Robert sous la toile d'une tente, loin des clameurs, des bannières et des applaudissements. Le roi parle comme autrefois. Il veut une armure, une lance, le bruit de l'impact. La joie simple de se battre. Ned le regarde. Et dans ses yeux, il n'y a plus l'ami, mais le souverain. Il lui dit la vérité. Tu n'es plus ce guerrier-là. Si tu tombes, ce n'est pas un cheval qui perd son cavalier, c'est un royaume qui perd sa tête. Robert rit, mais son rire sonne creux. Il parle de Cersei, de mariage, du poids des alliances, de tout ce qu'il a troqué contre la couronne. Entre eux, un fossé se creuse. L'un regrette la guerre, l'autre voit déjà la prochaine arrivée. Il retourne voir les combats, mais quelque chose a changé. Ned sait désormais que le roi ne portera plus jamais d'armure. Seulement ses regrets. Plus tard, dans une chambre silencieuse, Varys vient le voir. Il ferme les fenêtres une à une, comme on étouffe un secret. Ned se tend. Ce geste, ces précautions, c'est le langage des complots. Varys parle doucement, comme quelqu'un qui a attendu longtemps avant de choisir un camp. Il dit qu'il n'avait pas confiance, qu'il a observé Ned, qu'il a vu un homme d'honneur. Alors il lâche enfin le mot. Les larmes de lys. Un poison rare, aussi cher que l'eau dans le désert, qui ne laisse aucune trace. Jon Arryn est mort comme ça. Le roi pourrait suivre. Même cause, même méthode. Le crime parfait dans un monde où tout le monde regarde ailleurs. Ned insiste. Qui a donné ce poison ? Qui l'a payé ? Varys ne répond pas vraiment. Il désigne un sillage. L'écuyer, Sir Hugh. Monté trop vite après la mort de son maître. Et une phrase tombe, comme une pierre dans un puits. Jon Arryn a commencé à poser trop de questions. Ned comprend. Ce n'est plus une simple mort, c'est une réaction. La conséquence d'une vérité
que quelqu'un refuse de laisser naître. À Port-Réal, la vérité n'est pas un trésor. C'est une maladie qu'on étouffe avant qu'elle ne respire. La salle du conseil est lourde d'air et de regards. Les torches vacillent, les visages se ferment. Au fond, le roi s'enfonce dans son siège, lassé, ivre, aveugle. Ned, lui, reste debout, seul au centre, entouré d'hommes assis qui le toisent. On dirait un jugement silencieux, où celui qui parle pour la vie se retrouve accusé de faiblesse. Robert hurle. Daenerys est enceinte. Pour lui, ce n'est pas une naissance, c'est une menace. Qu'on la tue, elle et l'enfant. Sa voix résonne comme un coup de tonnerre dans la pierre du donjon rouge. Ned ne bouge pas. Il ne répond pas tout de suite, parce qu'il comprend déjà que le roi qui l'a suivi dans la guerre n'est plus celui qui se tient devant lui. Quand il parle enfin, sa voix est calme, sans colère, presque douloureuse. Il parle d'honneur, de limites qu'on ne franchit pas. Ce n'est pas la guerre, Robert, c'est un meurtre. De lui, les visages s'endurcissent. Varys argumente, venimeux, avec cette fausse douceur qui transforme la lâcheté en prudence. Le maître Pycelle approuve. Chaque mot pesé, chaque phrase plus froide que la précédente. Et Renly baisse les yeux, comme s'il assistait à une messe funèbre. Ned comprend qu'ils ne débattent pas. Il valide une exécution. Et le roi, au sommet, ne veut plus qu'une chose, ne plus être contredit. Alors Ned s'avance. Il s'adresse à Robert sans détour. J'ai suivi ton épée dans la guerre sans jamais douter. Mais je ne suivrai pas ton couteau dans le ventre d'un enfant. Robert se lève à son tour, gonflé de colère, de vin et d'amertume. « Tu es ma main !» crie-t-il. Comme s'il pouvait acheter la loyauté avec un titre. Ned retire calmement l'insigne, le dépose sur la table. Le son du métal sur le bois est plus fort que les cris. Un geste simple, mais c'est la fin de leur amitié et le début de la guerre. Ce jour-là, Ned Stark ne défie pas le roi. Il rappelle simplement que la conscience, elle, ne se courbe pas. Avant de partir, Baelish l'emmène quelque part. Une ruelle, puis une porte. Une maison close. À l'intérieur, une femme tient un enfant dans ses bras. Elle parle de lui. Comme d'un homme qui passe peu, mais qui a laissé assez d'or pour qu'elle ne manque de rien. Jon Arryn est venu ici. Il voulait voir le garçon, s'assurer qu'il allait bien. Ned comprend. Le livre, les lignées, les cheveux noirs, les cheveux dorés. Robert a des bâtards partout. Et quelqu'un a voulu vérifier ce que la graine vigoureuse disait vraiment de la famille royale. Il promet que l'enfant ne manquera de rien. Mais son regard se ferme. Chaque indice qu'il trouve l'éloigne davantage de la paix. Certains secrets ne protègent pas un trône. Ils expliquent pourquoi il va tomber. Ned quitte la maison close. Derrière lui, les murmures des femmes, les pleurs de l'enfant. Et la vérité qui vient de prendre un visage. Il marche dans les ruelles de Port-Réal, encore prisonnier de ses pensées. Le soleil décline, et la ville devient un labyrinthe de poussière et de regards. À l'angle d'une rue, les cavaliers Lannister apparaissent, des armures dorées dans la lumière rouge du soir. Et devant eux, Jaime. Son sourire est celui d'un homme qui n'attendait que ce moment. Il ne cherche pas à comprendre, il vient réclamer son frère. Ned le fixe sans baisser les yeux. C'est moi qui l'ai arrêté. Le silence s'écrase entre eux, juste avant le bruit du métal. Les épées se tirent, les chevaux reculent. Le sol devient poussière et sang. Le combat éclate. Un soldat frappe le premier, puis un autre, jusqu'à ce que le fer remplace les mots.
Ned se bat avec calme, avec cette précision triste des hommes qui savent qu'ils vont perdre. Son homme de confiance tombe, tué sans honneur. Jaime avance, furieux presque, noble dans sa colère. Deux visions du monde s'entrechoquent. La loyauté contre l'arrogance. Ned part, contre-attaque, mais un soldat le frappe dans le dos. Une lame, une jambe qui cède, et tout s'arrête. Jaime frappe son propre soldat, par orgueil, par principe, par besoin que la victoire reste propre. Puis il monte à cheval et s'en va, laissant Ned dans la poussière. Autour, le silence retombe. L'honneur gît au sol. Blessé, mais pas mort. À Port-Réal, les batailles ne se gagnent pas à l'épée. Elles se gagnent avant qu'elles ne sortent du fourreau. À la fin de l'épisode, Ned n'est plus la main du roi. Il n'est plus le guerrier d'antan. Il n'est plus seulement le père de ses enfants. Il devient autre chose. Un homme qui a vu assez de vérité pour savoir qu'il ne survivra probablement pas à ce qu'il vient de comprendre. L'épisode 5 ne raconte pas la chute de Ned Stark. Il raconte le moment exact où son honneur commence à le tuer. Sous le soleil de Port-Réal, les lances brillent, les bannières claquent, et les cris couvrent la peur. Le tournoi n'est plus une fête, c'est un miroir. Ceux qui sourient cachent déjà leurs plaies. Sir Loras offre une rose à Sansa. Un geste élégant, trop parfait pour être sincère. Dans cette ville, même la beauté est un piège tendu à l'innocence. Face à lui, la montagne, un colosse sans regard, taillé pour la violence. Deux manières d'exister dans le pouvoir. L'un séduit, l'autre écrase. Le cheval de la montagne s'agite. Un détail, mais à Port-Réal, chaque détail a un maître. Loras sourit. Baelish, en spectateur, comprend avant les autres. La grâce a déjà trahi la force. Le choc des lances, un cri, la montagne tombe. Humilié devant tout le monde. Un instant, le masque se déchire. Il abat son cheval, puis se tourne vers Loras, la folie dans les yeux. C'est le limier qui s'interpose. Deux monstres face à face. Deux frères de sang et de feu. La foule acclame, le roi jubile. Et au milieu du fracas, on célèbre non la bravoure, mais le spectacle. À Port-Réal, la gloire n'existe pas, seulement l'applaudissement. Plus tard, dans la salle du trône, Baelish observe le siège de fer. Ses yeux glissent sur les lames soudées, comme un joaillier devant une couronne brisée. Varys entre sans bruit, l'araignée dans la toile du serpent. Il se sourit avec élégance, comme deux hommes qui savent que la politesse est la plus fine des armes. Baelish provoque, Varys esquive. Chaque mot cache un piège, chaque silence une menace. Entre eux, il n'y a plus de loyauté, seulement la fascination du jeu. Varys évoque les secrets qu'il tisse. Baelish rappelle qu'il a des clés pour chaque porte. Deux formes du pouvoir. L'un murmure, l'autre manipule. Renly entre, laissant tomber la tension comme un rideau. Le roi les convoque. La pièce suivante peut commencer. Dans la cour du roi, même le silence a un auditoire. Ailleurs, Renly se fait raser par Sir Loras. Un geste simple, presque tendre, mais chaque mot devient politique. Renly n'est pas son frère. Là où Robert frappe, il charme. Là où Robert règne par peur, il rêve d'être aimé. Loras l'écoute, le provoque. Il parle d'avenir, de trône.
d'un royaume qui préférerait la douceur à la guerre. Puis, d'un geste, il lui tend un miroir invisible. Et si toi, Renly, tu étais ce roi, un sourire, une caresse, et derrière la complicité, une ambition nue. L'amour n'est jamais gratuit, surtout à Port-Réal. Entre les draps du pouvoir, chaque promesse porte un sceau invisible. Dans la pénombre de leur appartement, Robert et Cersei se parlent enfin. Sans témoin, sans masque, sans roi ni reine. Deux époux épuisés qui ne croient plus à leur propre histoire. Ils rient du mariage, du royaume, de tout ce qu'ils ont détruit ensemble. Elle l'accuse de ne jamais avoir aimé. Il lui répond qu'il n'a jamais pu aimer qu'une morte. Un silence. Cersei baisse la tête. Elle redevient humaine. Juste un instant, avant de se refermer. Robert regarde son verre. Il sait que ce royaume, comme son mariage, ne tient plus que par habitude. Le trône est fait d'épée, mais ce sont les regrets qui le tiennent debout. Le tournoi est terminé. Le sang s'est effacé dans le sable. Mais dans les couloirs du donjon rouge, les véritables combats commencent. Les héros rentrent avec leurs blessures, les menteurs avec leurs victoires. Et ceux qui rêvent de paix apprennent à sourire avant de mentir. Le pouvoir n'a pas besoin d'être vrai, il suffit qu'il soit cru. Tyrion Lannister est menotté, mais il sourit. Sur la route, il comprend plus vite que ses ravisseurs. Catelyn n'a pas pris la route du nord. Elle parle fort, donne de fausses directions. Comme pour annoncer un voyage vers Winterfell. Mais c'est un leurre. Les oreilles ennemies l'écoutent et suivent la mauvaise piste. Tyrion le remarque et félicite la stratégie. Leur joute est verbale, tendue, presque ironique. Elle agit au nom de la justice, lui au nom de la raison. Deux vertus qui, sur cette route, ne mènent nulle part. Catelyn parle de trahison, de serment brisé. Tyrion répond par la logique, refuse l'accusation, tente de remettre la réalité dans son axe. Mais la justice aveugle avance toujours jusqu'à la falaise. La justice commence avec une preuve. La vengeance, elle, se contente d'un soupçon. Il vient à peine de finir sa phrase qu'un bruit déchire l'air. Une pierre, puis une autre. Les montagnes rugissent. Les hommes des collines descendent sur eux comme des ombres affamées. Les cris, les ordres, le fracas, tout se mélange. Le monde vient de basculer en un souffle. Tyrion regarde autour de lui, voit les assaillants, la panique et comprend. Personne ne sortira vivant sans un geste fou. Il va jusqu'à Catelyn et lui demande de le détacher. Attrape un bouclier. Catelyn chancelle, un homme s'avance sur elle, et c'est Tyrion qui s'interpose. Un cri, un coup, le sang éclabousse la poussière. Le silence revient. Les montagnes se referment sur les morts. La poussière tombe comme une pluie grise. Et Tyrion, haletant, lâche son bouclier essoufflé. Pas d'arrogance, du soulagement. Catelyn le fixe sans répondre. Dans son regard, quelque chose a bougé. Elle ne croit pas encore à son innocence, mais elle ne croit plus à sa culpabilité. Parfois, le premier mensonge qu'on entend, c'est celui qu'on veut croire. Les montagnes s'ouvrent, et au loin, l'Erie apparaît, blanche, suspendue au ciel. Un château si haut qu'on pourrait croire qu'il échappe à la folie des hommes. Mais à l'intérieur, le réel dépasse la caricature. Lysa Arryn, sa sœur, est là, le visage creusé par la peur, les yeux pleins de fièvre et de rancune. Catelyn la retrouve, mais le soulagement devient malaise. La sœur qu'elle croyait forte
Elle est un enfant trop grand, trop pâle, trop gâté pour comprendre le monde. Lisa parle de trahison, de meurtre, de conspiration. Chaque phrase sointe la paranoïa. Elle n'écoute plus, elle accuse. Son château est une cage, et elle s'y croit en sécurité. Tyrion observe. Il comprend avant tout le monde que la justice ici est malade. Qu'elle n'a plus besoin de preuves, juste d'un visage à humilier. Plus on monte haut, plus la raison manque d'oxygène. Lisa fait amener Tyrion devant elle, dans la salle du trône suspendu. Un abîme sous leurs pieds et le ciel comme plafond. Un décor parfait pour une condamnation. Elle l'accuse du meurtre de Jon Arryn, de tentative sur Bran, et de tout ce que son esprit blessé peut imaginer. Son fils, Hilar, réclame du sang. Je veux le voir voler. Catelyn regarde la scène et comprend qu'elle a livré un homme à quelque chose de pire que la mort. La folie de la vertu. Tyrion ne se défend pas vraiment. Il ironise, provoque, et parvient même à rappeler aux soldats que le prix de sa mort sera payé en guerre. Mais la décision est déjà prise, il sera enfermé. Non pas dans une cellule, mais dans une cage suspendue au-dessus du vide. Un châtiment absurde, fait pour effrayer plus que punir. Les chaînes grincent, le vent hurle, et le nain sourit encore. Parce qu'il sait que, cette fois, ce n'est pas lui le plus petit. La justice du Val n'a pas de balance, seulement un précipice. Quand la cage se balance, le monde semble inversé. Les fous sont libres, et les lucides pendus au-dessus du vide. Catelyn, dans les couloirs de pierre, s'effondre presque. Elle réalise ce qu'elle a déclenché. Tyrion, en bas, rit encore. Parce que dans ce royaume, la vérité et la folie ont le même visage. On dit que le Val est le plus haut des royaumes. Mais c'est ici que la justice est tombée le plus bas. À Winterfell, le temps s'est arrêté. Bran Stark, les yeux ouverts sur le vide, apprend à vivre dans un corps qu'il ne reconnaît plus. Devant lui, les pages d'un livre s'étalent. Nom de famille, lignée, symbole. Il lit, il mémorise. Comme si comprendre le monde des autres pouvait remplacer la marche. Le maître Luwin veille sur lui, sage et patient. Il parle de devoir, de foi, de connaissance. Mais les mots ne comblent pas le silence. Bran regarde dans le vide, et dans ce froid, il sent que quelque chose le guette. Théon tire à l'arc non loin, arrogant, nerveux. Il joue au seigneur, dans un château qui n'est pas le sien. Entre eux, une distance que ni l'amitié, ni le temps ne pourront combler. Bran demande où est sa mère. Le maître hésite. Mais l'enfant comprend le sous-texte. Elle l'a laissé pour un autre combat. Et cette absence, plus que la chute, est la vraie blessure. L'amour ne meurt pas au combat. Il se brise dans les départs. Plus tard, dans la cour, Théon parle à une prostituée. Il sourit comme un prince, se vante comme un roi. Mais derrière son arrogance, on sent une faille béante. Il évoque son nom, son île, sa grande famille. Des mots qu'il répète pour y croire encore. La femme l'écoute, amusée, puis lui renvoie la vérité nue. Il n'est pas un héritier, seulement un otage bien habillé. Le silence après cette phrase est plus brutal que la gifle qu'il aurait méritée. Théon détourne le regard, mais son orgueil se fissure. Certains portent des chaînes, lui, c'est son nom qui le retient.
Sous Port-Réal, les pierres transpirent. Loin des couloirs dorés, Arya court après un chat. Un jeu d'enfant qui la conduit au cœur des ombres. Elle découvre un couloir oublié. Un escalier qui descend vers une salle immense. Là, dans l'obscurité, une tête de dragon pétrifiée la regarde. Les rois sont morts, mais leurs spectres dorment encore ici. Elle entend des voix. 2 hommes approchent. Elle se cache derrière une colonne. C'est Varys. Et une autre personne qu'elle ne connaît pas. Celui qui, jadis, avait accueilli les Targaryens. Leurs mots sont clairs. La guerre approche. Le loup et le lion vont s'entre-déchirer. Cette main n'est pas comme les autres, dit l'un. Il veut comprendre et c'est dangereux. Arya retient son souffle. Elle comprend sans tout saisir. Mais ce qu'elle sent, c'est la peur. Et quand ils partent, elle reste seule dans le noir. Tremblante. Enfermée par mégarde dans les souterrains. Certains cherchent les monstres dehors. Les enfants, eux, les trouvent toujours en dessous. Arya trouve enfin une sortie. Elle grimpe, rampe, et se retrouve à l'extérieur des murs, couverte de poussière et de peur. Les gardes ne la reconnaissent pas. Ils l'arrêtent, jusqu'à ce qu'elle prononce ces mots. Mon père est la main du roi. Le silence tombe, et les portes s'ouvrent. Elle court jusqu'à Ned, lui raconte ce qu'elle a entendu. Il ne veut pas la croire, ou plutôt, il préfère ne pas comprendre. Mais dans son regard, un doute s'est déjà allumé. Au même moment, un homme de la garde de nuit entre dans la pièce, Yoren. Il vient chercher des volontaires pour le mur. Mais à Ned, il dit autre chose, à voix basse. Une phrase qui change tout. Caitlyn a capturé Tyrion. Ned ferme les yeux. Tout ce qu'il craignait vient de commencer. Les loups ont mordu et les lions répondront. Au nord, un enfant qui ne marche plus. Au sud, une fille qui a trop entendu. Et entre eux, un garçon sans nom qui joue à être roi. Ces enfants regardent le monde s'effondrer, sans encore savoir qu'ils en hériteront. Leur innocence n'est pas une faiblesse, c'est une mémoire. Celle du royaume avant la guerre. Les adultes parlent de pouvoir, les enfants, eux, voient la vérité. Et tandis que les hommes se préparent à s'entretuer, les plus jeunes observent, comme si le monde entier leur confiait le rôle de témoins silencieux. Ce ne sont pas les rois qui portent l'avenir, ce sont ceux qui le regardent sans y croire encore. Tout converge. Le nord, le sud, le Val, le donjon rouge. Partout, les fils tirés dans l'ombre se nouent autour d'un même centre. Ned Stark. Caitlyn a capturé un Lannister. Tyrion, suspendu entre ciel et pierre, rit encore pour ne pas tomber. Et à Port-Réal, Jaime aiguise déjà la vengeance. Le royaume n'est pas en guerre, mais le silence avant l'orage vibre comme un fil prêt à rompre. La paix n'existe que dans les secondes qui précèdent le premier cri. Dans une rue de Port-Réal, les sabots martèlent la poussière. Ned, encore meurtri, avance, entouré d'hommes qu'il ne commande plus. Jaime apparaît à cheval, l'or du lion éclatant sous la lumière du soir. Il ne vient pas parler, il vient rendre la honte. Le fer siffle, les épées se croisent, les cris des hommes se mêlent au bruit du métal. Quand tout s'arrête, le sang de la fidélité coule sur les tables. Ned tombe, blessé à la jambe, tandis que Jaime s'éloigne, furieux qu'on lui ait volé la victoire. Le loup est à terre, le lion s'enfuit. Et au-dessus d'eux,
le royaume retient son souffle. Dans la chambre royale, le vin coule, les mots blessent. Robert parle de guerre. Cersei parle d'amour comme une arme usée. Il rit, un instant seulement, de leur mariage sans cœur, de ce trône qu'ils tiennent à deux sans plus y croire. Mais quand Robert évoque Lyanna, le rire s'éteint. Ce n'est plus un roi, mais un homme hanté par une femme qu'il n'a jamais eue. Cersei se relève, lasse. Est-ce qu'il y a eu un moment, au moins, où tu m'as aimé ? Il répond non. Et dans ce non se cache toute la tristesse du royaume. Au même moment, dans ce bordel de Port-Réal, Ned découvre un bâtard de Robert, vivant témoignage d'une vérité qu'il n'a pas encore comprise. Baelish observe la scène, satisfait. Chaque secret qu'il dévoile est une flamme qu'il allume sous la poudre. Dans les couloirs, Varys tisse, Renly murmure, Cersei calcule. Et tandis que les puissants parlent, les enfants, eux, écoutent. La guerre ne commence jamais par une épée. Elle commence par une confidence. Le soir tombe sur Port-Réal. Un vent froid traverse la ville, comme s'il venait du nord. Dans les rues, le sang du premier Stark touche la pierre. Dans les montagnes, un Lannister pend au-dessus du vide. Et au loin, une jeune femme enceinte porte le feu d'une dynastie éteinte. 3 destins, 3 murmures, un même écho. Le monde vient de s'éveiller. Et personne n'entendra le cri avant qu'il ne soit trop tard. Les torches s'éteignent, la poussière retombe. Plus personne ne parle. Et dans le silence, une promesse invisible. Plus rien, désormais, ne sera stable. L'épisode 5 n'est pas une bataille, c'est LA fracture. Le moment où chaque vérité devient une arme, et où les dieux, pour la première fois, se taisent pour écouter les hommes.